Plaisir de vous savoir toujours nombreux à suivre votre chaîne préférée Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette rétrospective de la semaine. L'opposition républicaine réitère sa volonté à marcher dans les 5 communes de la capitale le lundi 13 avril, tout d'abord contre l'insécurité, mais aussi pour faire valoir ses autres revendications dans l'organisation des communales avant la présidentielle le 11 octobre prochain. C'était à la faveur d'une rencontre qu'elle a organisée mercredi sur la situation sociopolitique de la Guinée, Maniang Condé. Depuis son blocage en juillet 2013, la situation sociopolitique guinéenne continue d'évoluer dans un cycle de discorde. La situation ne présente à ce jour aucune perspective de dialogue et elle conduit l'opposition guinéenne à rentrer dans une série de manifestations ininterrompues, tout d'abord dans les 5 communes de Conakry le 13 avril, puis dans tout le pays. Ces marches, selon l'opposition, devront permettre de faire valoir ses revendications contre, entre autres, l'insécurité, la mise en application du chronogramme de la CENI ou encore pour dénoncer une mainmise du pouvoir sur cette institution dont elle ne reconnaît d'ailleurs plus la légitimité. Nous avons donc décidé de prendre les dispositions que nous avions annoncées auparavant, qui concernent premièrement le fait que nous boycottons l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, nous ne reconnaissons plus la CENI comme organe de gestion des élections en République de Guinée, en tout cas la CENI nationale, car la règle de parité qui préside à son fonctionnement, ainsi que sa neutralité, ne sont plus assurées. Troisièmement, nous avons décidé de ne plus reconnaître des délégations spéciales et d'appeler les populations à exercer leurs devoirs et leurs droits de désobéissance civile vis-à-vis d'institutions qui ne sont plus représentatives, qui ne bénéficient plus ni de légalité ni de légitimité. Et ensuite, nous avons donc commencer nos manifestations, nous allons aller à les intensifiant. Nous avons donc décidé de tenir une marche, comme nous l'avions annoncé, pour le lundi 13 avril prochain. Cette marche va se tenir dans toutes les communes de Conakry, en attendant que nous engagions des manifestations qui vont s'étaler sur l'entièreté du territoire national. Pour l'opposition, ce blocage du dialogue au sein de la classe politique guinéenne serait orchestré par le pouvoir en place dans sa volonté d'organiser une mascarade électorale. Nous avons tout fait, encore une fois, vous le savez, pour que le dialogue soit réouvert. Depuis qu'en juillet 2014, on avait refermé le dialogue sans pour autant que relevé de conclusions consensuelles n'ait pu être élaboré, signé et appliqué par les partis, nous sommes aujourd'hui dans une situation où le pouvoir joue de manœuvres dilatoires pour retarder la réouverture de ce dialogue. Car ce dialogue aurait permis de discuter de toutes les questions et de toutes les revendications que nous présentons aujourd'hui. Ce dialogue aurait permis d'être au plus près de la CENI pour l'opposition, pour être associé à la gestion du processus électoral. Bref, ce dialogue aurait empêché cette mainmise totale sur le processus électoral du gouvernement et de sa mouvance politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation donc où l'opposition a décidé de reprendre donc ces manifestations. Au cours de cette conférence, l'opposition républicaine est revenue sur les circonstances de la tentative d'assassinat de son porte-parole. Elle pointe du doigt le chef de l'État comme étant le seul responsable de cette attaque à travers un commando de la mort, je cite, qu'il aurait mis sur pied pour éliminer ses opposants. L'affirmation est pour l'heure sans preuve et l'opposition, elle, se réserve de tout commentaire pour, dit-on, protéger ses sources. Les mouvements et associations de soutien en faveur du président Alpha Condé se multiplient. Celui de Kaloum Uni 2015 a organisé vendredi un meeting à Boulbiné pour réaffirmer son attachement aux idéaux du chef de l'État. Ce mouvement entend se mobiliser pour accompagner Alpha Condé dans la réussite de sa mission. Reportage à Lamandi du Messi Sano. La prochaine candidature du professeur Alpha Condé aux élections présidentielles 2015 ne manque pas de soutien. Le mouvement Kaloum Uni 2015 compte pour sa part accompagner le président de la République dans cette lancée. Pour apporter son grain de sel, un meeting a été organisé ce vendredi à Boulbiné en son honneur. Quand Ebola va partir, vous allez voir le projet du professeur Alpha Condé en direction des femmes et de la jeunesse. Parce qu'il avait dit qu'il dédiait son quinquennat aux femmes et à la jeunesse de Guinée. Quand on dit qu'Alpha Condé ne travaille pas, qu'est-ce qu'ils ont fait en 20 ans? Rien. C'est-à-dire, puisqu'ils voient qu'Alpha Condé travaille, ils veulent saboter
parce que eux, ils n'ont pas pu le faire. Le second volet de ce meeting a consisté à l'inauguration du QG du 10 mouvement. L'honneur est revenu à Hadianantou Chérif de couper le cordon inaugural. Vous la voyez, Hadianantou Chérif, honorable député à l'Assemblée nationale, présidente, la coordination. Un groupe électrogène, un engin sonore, un écran plat, 2 motos, 4 téléphones et un panneau solaire ont été offerts au mouvement par le RPG Arc-en-Ciel. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction. Vous avez vu l'enthousiasme de la population, la mobilisation forte à Boulbinais qui témoigne la confiance que les gens placent au professeur Alpha Condé, qui témoigne l'adhésion massive de la population aux idéaux de développement du président Alpha Condé. Et nous pensons, comme vous le constatez, que le président sera élu dès le premier tour. Déjà, si nous voyons, nous remémorons la première tribune au temps du PDG RDA, ça se trouvait à côté ici, là où on appelle l'Engebouigny. Donc c'est la ruelle là, c'est toute cette route-là. Donc si ces cérémonies-là commencent ici, ce n'est qu'une bonne chose, c'est qu'on est sur la bonne lancée pour la réélection du professeur Alpha Condé. La cérémonie a pris fin par des prestations artistiques. Toujours dans cette rétrospective de la semaine, la plateforme des citoyens unis pour le développement PQD et ses partenaires préparent les états généraux de la société civile guinéenne. Cette assise qui se tiendra en juin prochain à Conakry devrait permettre de redynamiser la société civile afin qu'elle retrouve sa crédibilité d'antan. Réunis jeudi à Conakry, les acteurs peinants ont fait le point sur l'état d'avancement des travaux préparatoires. Manian Kondé. Faire valoir la place de la société civile dans le pays et porter haut la voix des citoyens, voilà quelques objectifs des États généraux de la société civile guinéenne. Cette rencontre prévue pour juin 2015 devrait permettre de discuter de tous les problèmes qui assaillent la société civile guinéenne et faire renaître des hommes nouveaux pour une Guinée dynamique. Les travaux de préparation en phase préliminaire ont permis d'informer et de sensibiliser à ce jour plus de 700 familles d'acteurs. Un résultat satisfaisant selon les organisateurs. À l'issue de ces rencontres, nous avons enregistré donc un certain nombre de résultats très satisfaisants. 715 personnes mobilisées uniquement pour les informer sur notre intention d'organiser les États généraux et en même temps les sensibiliser pour qu'ils puissent adhérer à l'initiative. L'information donc est tellement partie et les gens ont tellement aimé participer à ces États généraux que d'autres organisations sont venues d'elles-mêmes. Et il y a eu, jusqu'au 26 mars, nous avons eu 52 organisations donc, qui sont venues volontairement donc, s'inscrire et adhérer à l'initiative. Au-delà de ces résultats obtenus, plusieurs perspectives sont projetées pour la réussite de cet événement. En termes de perspectives, donc, Chérif va vous parler n'est-ce pas, de l'étape suivante qui sera la mise en place du comité de pilotage. Et donc, ces points focaux sont des gens qui seront directement les membres de ce comité de pilotage. Et ce comité de pilotage, je précise, sera composé des différents leaders que vous avez autour de vous, autour de nous ici. Voilà donc en gros ce que nous avons eu à faire jusqu'ici et voilà les résultats auxquels nous avons abouti dans le cadre donc de l'organisation des rencontres régionales. Merci. Lors de cette rencontre, la PQD et ses partenaires présents ont tendu la main aux CNOX et aux autres structures d'emboîter leurs pas pour une unité d'action qui pourrait améliorer leurs faiblesses. Rentrée parlementaire mardi à l'Assemblée nationale guinéenne, les travaux de cette première session de l'année 2015, dite session des lois, étaient essentiellement axés sur la revue des résultats obtenus lors de l'année écoulée et les perspectives de celle en cours. L'accent a aussi été mis sur le rôle de l'Assemblée en cette année électorale. L'hémicycle était tout de même à moitié vide après 3 mois de vacances. Marichela Fofana. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés ont tenu la première session de la 2e année de la 3e législature. Cette rentrée parlementaire se fait au moment où la Guinée s'apprête à organiser les consultations électorales, des consultations qui sont souvent source d'inquiétude et d'anxiété. Toute démocratie admet la compétition
dans le respect des normes prescrites en la matière. C'est un combat, à mon avis, dans le respect des droits de l'homme et de la différence, et non un combat d'épée ou un combat entre toreador et torero. Je ne doute pas de la détermination des uns et des autres en vue d'épargner à notre pays, au cours des consultations à venir, des turbulences aux conséquences imprévisibles. Cette session des lois est un moment important dans la vie normative de l'État du fait qu'elle soit consacrée à l'élaboration de l'ordonnance juridique nationale, moteur du fonctionnement régulier des institutions républicaines dont l'Assemblée nationale. Cette Assemblée doit donc se munir des outils nécessaires pour son bon fonctionnement. Il s'agit en premier lieu de l'impérieuse nécessité de doter votre Assemblée d'un règlement intérieur qui correspond à son statut actuel, avec près d'une douzaine de sensibilités politiques en son sein. L'autre point qui avait été abordé lors de la clôture de la session 2014 est celui relatif au traitement de la loi votée, dont votre Assemblée a l'exclusivité. Le dernier point qui a retenu notre attention parmi ceux évoqués au cours des deux sessions de l'année 2014 est celui relatif à la mise en place des institutions républicaines créées ou consacrées par la Constitution du 7 mai 2010. Sur 103 députés, 58 ont répondu présents, 10 par procuration, 4 excusés et 42 absents. Des absences qui se justifient par le boycott de cette session parlementaire par l'opposition guinéenne. Une opposition qui entend continuer ce boycott si ces revendications ne sont pas prises en compte par la CENI et le gouvernement guinéen. L'Union européenne et la Guinée, à travers le ministère d'État de l'économie et des finances, ont procédé jeudi à la signature de deux projets s'inscrivant dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. Le coût de ces projets s'élève à environ 21 millions d'euros. L'objectif est de renforcer les capacités des services pour la mise en œuvre des programmes indicatifs du FED. Aboubakar Sidiki Mané pour plus de précisions. Ces deux projets, dont la signature intervient dans un contexte particulier pour la Guinée, contribueront en premier lieu à la réduction de la pauvreté, des inégalités spatiales et sociales, mais aussi à la mise en œuvre de la coopération Union européenne-Guinée qui s'inscrit dans la continuité du programme en cours. La troisième phase du PACV, c'est continuer à aider les collectivités villageoises à mieux se structurer pour rendre plus de services aux populations dans les secteurs économiques, sociaux et d'administration locale. C'est un enjeu essentiel. La Guinée du XXIe siècle est une Guinée qui se doit se développer sur le plan national, mais il n'y a pas de bon développement économique et social national sans bon développement économique et social local. Cette convention signée entre la Guinée et l'Union européenne est un volet stratégique pour la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement. Le PAMOC s'articule sur les mêmes composantes que son prédécesseur, à savoir le volet appui institutionnel mettant à disposition de l'assistance technique pour le fonctionnement de la cellule de gestion du FED. C'est la première décision de financement sur le programme indicatif national du 11e Fonds européen de développement pour la République de Guinée. Et évidemment, il y en a d'autres qui vont suivre. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous travaillons aussi pour cette année encore sur un appui budgétaire dans le cadre de la riposte Ebola et le relèvement post-Ebola. Et nous travaillons aussi sur un appui au processus électoral. D'autres projets vont suivre et c'est pour ça qu'on a besoin de ce projet, comme je disais, qui est un peu une boîte à outils pour pouvoir faire le nécessaire. À titre d'exemple, nous nous lançons dans un domaine relativement nouveau pour nous, qui est aussi l'assainissement. À 2 mois de la date butoir du PAON, le gouvernement s'active pour la réalisation des chantiers ouverts dans le cadre du 10e Fonds européen de développement. Le programme d'appui à l'ordonnateur national PAON, financé dans le cadre du 10e Fonds européen de développement, va se terminer au mois de juillet de cette année. Mais les chantiers ouverts par ce programme restent à finaliser, comme l'illustre le PAMOC, qui constitue le premier appui dans le cadre du programme indicatif national au titre du 11e Fonds européen de développement. La finalité de ce programme est de contribuer à accroître l'efficience, l'efficacité et l'impact
de l'aide de l'Union européenne dans le cadre de la réduction de la pauvreté qui, comme vous le savez tous, est l'un des objectifs majeurs du programme de société du professeur Alpha Condé. L'Union européenne travaille aujourd'hui sur l'appui budgétaire pour aider la Guinée à dynamiser et renforcer les capacités d'opération des communautés villageoises pour stopper le flux immigratoire des communautés rurales vers les grandes agglomérations. Le gouvernement souhaite également l'appui des autres partenaires pour la réussite de ce programme. La présentation de la maquette de la maison centrale de Yorokodia à Dubrika a fait l'objet d'une rencontre mercredi entre les autorités judiciaires du pays et les autorités espagnoles et turques. Une rencontre au cours de laquelle le ministre de la Justice a fustigé l'état dans lequel se trouve la maison centrale de Conakry, qui depuis des années accueille des criminels de tous bords, et il estime que cette nouvelle prison qui sera construite à Dubrika sera un ouf de soulagement pour les autorités guinéennes. Oulématou Kourou Diallo pour plus de précisions. Ce complexe pénitentiaire qui sera bâti sur 39 839 mètres carrés avec un budget total de 217 820 74 603 francs guinéens est une œuvre d'un partenariat guinéo-espagnol. Cette maison centrale de Yorokodia à Dubrika est un design de type international respectant les droits humains et la haute sécurité des détenus. Elle aura aussi comme orientation la rééducation et la réinsertion sociale des hommes, femmes, mineurs et tant d'autres qui sont en conflit avec la loi. Le directeur général des infrastructures judiciaires et pénitentiaires du ministère de la Justice a mis l'accent sur l'importance de cet ouvrage. L'objectif, c'est d'abord le climat, l'environnement. La maison centrale actuellement de Conakry se situe dans un concept en plein centre-ville qui ne répond plus aux critères d'une maison de détention. Pour sa part, le président du conseil d'administration du consortium guinéo-espagnol a, au nom des membres de son organisation, réitéré leur engagement à accompagner la Guinée à se doter des instruments judiciaires dignes de nom. Le consortium guinéo-espagnol, CGE, et son partenaire Sergio Investiciones à se doter des instruments judiciaires de nature à révolutionner ce secteur en vue de faire de notre pays un modèle de justice pour un développement durable et harmonieux. Présent à cette rencontre, le ministre d'État chargé de la Justice a fustigé l'état de la maison centrale de Conakry et a annoncé sa transformation en centre commercial après la construction de celle de Yorokodia. Bref, cette journée de présentation de la maquette du projet de construction de la maison centrale de Yorokodia marque un grand soulagement parce que je n'en doute pas, nous sommes tous hantés par le spectre de cette cellule de quelques mètres carrés où sont entassés des détenus, une image difficile pour toute personne attachée à la dignité humaine. Le subséquent, c'est que la maison centrale de Conakry va être complètement transformée, va être un centre commercial ou en tout cas un centre d'affaires. Dans la même lancée, Maître Cheikh Sako estime que la construction de cette prison permettra de régler la vétusté des prisons existantes. Enfin, notre pays va être en conformité avec ce qu'on appelle le standard minima international en matière de prison. Cette prison permettra de résoudre cette difficulté qu'on a dans notre pays, c'est-à-dire le côté vétuste un peu des prisons qu'on a. La maison centrale de Yorokodia à Dubrika comportera un module isolé à régime ferme, un module résidentiel avec un pavillon pour femmes, un pavillon pour mineurs et 6 pavillons pour hommes, un module pour ateliers et formation, un module d'atelier de production, une zone sportive, culturelle et religieuse, une infirmerie d'une capacité de 40 lits, une cuisine, une boulangerie et une lavanderie. Comment relancer les activités minières après Ebola en Guinée? La question a fait l'objet d'une large discussion mercredi à Conakry entre les compagnies minières implantées dans le pays et le ministère des Mines et de la Géologie, présidée par le ministre d'État des Mines, Kerfalayan Sané. Cette rencontre a permis à ces deux parties de définir une synergie d'action pour relancer le secteur minier impacté par l'épidémie d'Ebola. Benoumar Silla pour plus de détails.
Depuis la déclaration de l'épidémie Ebola en mars 2014 en Guinée, plusieurs compagnies et projets miniers ont été confrontés à une régression du personnel, notamment les expatriés et le freinage de leurs activités. C'est pour alors relancer ces activités minières qu'une réunion d'échange d'expériences sur la gestion de Ebola a regroupé ce mercredi au ministère en charge des mines et de la géologie, les représentants des sociétés minières et les cadres du dit secteur. La rencontre a permis à chacune des compagnies minières de présenter ses stratégies mises en place pour lutter contre la fièvre à virus Ebola et faire des propositions pour une relance des activités. Dès le départ, on avait demandé aux compagnies minières de prendre des mesures de protection de leurs travailleurs, mais également des communautés qui les entourent pour éviter la propagation de l'Ebola dans les zones minières pour que l'activité ne s'arrête pas. Et à l'époque, j'avais demandé à ce que ces mesures qui sont prises par chacune des compagnies, que ces mesures puissent faire l'objet de restitution, d'échanges d'expériences. Pour la reprise normale des activités minières, certaines sociétés et projets ont proposé la mise en place d'une structure de coordination et d'information sur Ebola dans le secteur minier, l'utilisation des entreprises locales de sous-traitance et la sensibilisation participative des communautés. Par contre, d'autres ont demandé l'éradication définitive de la maladie avant la relance des activités. Les compagnies qui sont déjà en activité n'ont pas arrêté leurs travaux. La question de relance s'adresse beaucoup plus aux projets miniers qui ne sont pas encore en activité. Ces projets sont confrontés à plusieurs problèmes. D'abord, les problèmes des sous-traitants. Leurs sous-traitants, pour la plupart, ont ralenti les activités parce qu'ils ont réduit leurs effectifs ou certains carrément sont partis. Il y a le problème des expatriés également dans ces projets miniers, lesquels les expatriés n'ont pas souvent été autorisés à revenir sur place. Mais on travaille pour que ce que nous appelons la notion de contenu local puisse être développé et que les PME guinéennes soient capables à terme de faire le travail que les compagnies étrangères font aujourd'hui en Guinée. Bien que l'épidémie d'Ebola a socialement et économiquement impacté les activités minières en Guinée, mais elle n'a fait aucune victime dans le personnel minier. C'est toujours dans cette rétrospective de la semaine à la lutte contre Ebola, une préoccupation majeure par ces temps qui courent. Une conférence débat s'est tenue mardi dans les locaux de la compagnie Rusal Guinée. Après un investissement de plus de 10 millions de dollars américains, Rusal Guinée compte orienter ses efforts maintenant dans la prévention, le traitement et la sensibilisation contre cette épidémie. Oulématou Kourouyalo. Expliquer les actions de la Fédération de Russie et de la compagnie Rusal Guinée, tel était le but de cette conférence débat organisée ce mardi. Ce partenariat existant entre la Guinée et la Russie depuis 1958 est sans rupture. C'est pour cela que la Russie, après la déclaration de l'épidémie à virus Ebola par le gouvernement guinéen le 23 mars 2014, a été l'un des premiers pays à venir en aide à la Guinée dans la lutte contre cette épidémie. Elle entend toujours continuer avec le soutien, a laissé entendre l'ambassadeur de la Russie. J'aimerais bien tout simplement souligner que la Russie était et sera toujours avec vous, avec nos amis guinéens. L'installation d'un laboratoire mobile, don de thermoflash au port autonome de Conakry, don de médicaments à l'hôpital d'Onka, la construction d'un hôpital multifonctionnel à Kindia avec une capacité de 62 lits, avec un centre de recherche pouvant contribuer à une étude scientifique, sont entre autres quelques actions menées par la compagnie Rusal Guinée dans la lutte contre Ebola. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным гвинейскому здравоохранению. Donc au mois d'avril, notre société était l'une des premières sociétés étrangères qui a contribué à travers, on a octroyé un lot de médicaments pour l'hôpital d'Onka. Après, il y avait certaines activités, y compris les thermoflèches pour le port autonome de Conakry, y compris la réception de ce laboratoire mobile, y compris bien évidemment l'hôpital militaire octroyé sur l'ordre direct de notre président Vladimir Poutine. Notre projet phare, si on peut dire dans ce domaine, c'est l'hôpital que Rusal vient de construire
Malgré le manque de dispositifs de réponse à une épidémie depuis le début de la maladie Ebola, le service de santé de l'armée a préféré mettre en place un dispositif de traçabilité de la maladie. À l'image des autres pays, des autres armées au monde, l'armée a toujours un dispositif de réponse face aux épidémies. En Guinée, nous, on n'en avait pas. C'est maintenant que nous recevons ce matériel et nous avons tout de suite organisé la formation des formateurs à Kindia, qui n'est pas d'ailleurs finie parce que doit s'étaler sur 10 jours. Nous, service de santé des armées, conscients du fait que nous n'avons pas les moyens de diagnostic et de prise en charge, nous avons mis relief sur l'aspect prévention. Et deuxièmement, en mettant en place un dispositif de traçabilité de la maladie. Dans son intervention, Dr Sakoba Keita n'a pas manqué de signaler le nombre de cas d'Ebola depuis le début de l'épidémie, à savoir 3515 cas, dont 2535 décès, et que depuis le début de l'année 2015, le chiffre de contamination est à la baisse, à tel point qu'au jour d'aujourd'hui, sur les 5 centres de traitement, ils ont recensé 40 malades, dont 19 cas confirmés. La Journée internationale de la santé a été célébrée mardi. Le thème retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé, la sécurité sanitaire des aliments. Il s'agissait pour l'OMS de sensibiliser les États et les personnes travaillant dans la production des aliments sur l'importance de la sécurité sanitaire des aliments. En Guinée, où l'attention est focalisée sur la lutte contre le virus Ebola, l'événement est passé inaperçu. Compte rendu à Dramanba. L'OMS appelle à une meilleure sécurité sanitaire des aliments ce 7 avril 2015, Journée internationale de la santé. Les estimations de cette organisation rapportent que 2 millions de décès, dont des enfants, sont causés chaque année par la consommation des aliments insalubres. Elle précise aussi que ces aliments, souvent contenant des parasites ou des bactéries, sont responsables de 200 types de maladies allant de la diarrhée au cancer. Ce phénomène trouve sa source dans les manipulations qui interviennent au cours de la production, de la distribution et de la consommation des aliments, mais aussi la résistance des agents pathogènes aux antimicrobiens. Le commerce inter-État de ces denrées est probablement la première source de propagation ou de contamination de ces maladies. Pour pallier au phénomène, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, appelle aux États à renforcer leur système de sécurité sanitaire des aliments. L'organisation entend également sensibiliser les personnes travaillant dans la chaîne de la production à la consommation sur l'importance de la sécurité des aliments et au rôle que chacun peut y jouer. Proclamé le 6 avril 2013 à la suite de l'Assemblée générale des Nations unies, la Guinée a célébré lundi 6 avril 2015 le 2e anniversaire de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix au stade de l'unité de Nongo dans la commune de Ratoma. Cette journée qui célèbre le rôle du sport a connu la présence du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. L'importance du sport dans un processus de paix et de développement a été longuement évoquée par la ministre des Sports, Nabi Kamara Aboubakar Sidiki Mané. Le choix de cette date de 6 avril qui marque la célébration de la Journée internationale des sports s'explique par le fait qu'en 2002, à sa 55e session, l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé a encouragé ses États membres dans sa résolution WHA 5523 à célébrer chaque année une journée des sports afin de promouvoir le rôle essentiel de l'activité physique. Ici en Guinée, sa célébration a été placée sous le thème « Le sport, facteur de la paix et de développement ». Je me tiens ici ce lundi de Pâques au nom d'une résolution, la 67-296 de l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a de cela que seulement 2 ans décida d'instituer le 6 avril comme une journée internationale du sport au service de la paix et du développement dans le monde. Destiné à célébrer la contribution du sport et de l'activité physique à l'éducation, certains responsables sportifs ont démontré que le sport peut promouvoir la paix et le développement. Le sport constitue effectivement un facteur de paix et de développement parce que tout simplement, le sport réunit des personnes, des hommes et des femmes qui sont différents de par leur âge, de par leur ethnie, de par leur religion, de par leur conditions sociales. D'aucune sorte. En conclusion, nous disons que le sport, olympique ou pas, exprime l'aspiration de tous
à faire un monde meilleur qui repose sur des valeurs de compréhension, de tolérance, de dialogue, de coopération. En fait, c'est la diplomatie par d'autres moyens pour instaurer une coexistence pacifique basée sur la conciliation, l'arbitrage, la concurrence saine et loyale pour une paix durable au bénéfice de tous. Plusieurs disciplines sportives sont pratiquées en Guinée. Le chef du gouvernement guinéen était présent à cette célébration pour réaffirmer le soutien de son gouvernement à accompagner le sport en Guinée. Je tiens donc à les féliciter et à les dire et à dire à tous les sportifs que le gouvernement est avec vous. C'est pourquoi, tout à l'heure, dans son discours, le président du comité olympique national guinéen a évoqué les problèmes brûlants qui assaillent le sport. Je voudrais le dire au nom du chef de l'État que nous l'avons entendu. Le gouvernement travaillera à la réponse à toutes les contraintes qui bloquent le développement du sport guinéen. Cette journée internationale des sports a été sanctionnée par la remise des primes aux joueurs du Sili cadet pour leur brillante participation à la dernière CAN cadette au Niger. Dernier élément de ce magazine du dimanche, plus rien ne va au sein du comité Miss Guinée Comédie. Le chargé de l'organisation de ce comité était face à la presse mercredi pour relever les dessous de l'organisation du concours national de beauté Miss Guinée. Il accuse la présidence du comité Joanna Barry et son époux Jean-Elo de corruption. Plus de précisions avec Maïchela Fofana. Le rideau est tombé sur les dessous de la compétition nationale Miss Guinée. Mfali Kofi Fofana, connu sous le nom de Saint Kofi, a mis au grand jour les malversations qui se déroulent autour de cette compétition. Tout a commencé en 2012 lors de la 4e édition. À la présélection de l'édition 2012-2013, il y a 8 filles, 8 candidats qui devaient être retenus au compte de la capitale. Heureusement pour ces filles, j'étais présent dans la salle. À la proclamation des résultats, j'ai constaté qu'il y a une candidate vraiment qui méritait, mais elle n'était ni Miss, ni première de fille, ni qualifiée. J'ai attiré l'attention de Joanna et dit je ne comprends pas comment le jury a travaillé. Il dit Koulako Kaba ne peut pas rester sans être 8e au moins. Il dit c'est de l'injure pour la beauté guinéenne. Pour empêcher cette fille de participer à la grande finale de cette compétition, les fiches de notation du jury avaient été cachées. Ils ont caché les fiches, il n'y avait qu'une seule fiche. Parce qu'il y a eu 5 membres du jury. Donc, pour un malin qui sort du pays, qui était en mission le jour, il a sorti la fiche, il dit vas-y, j'ai une fiche ici, au moins il faut interpréter la fiche là. J'ai regardé la fiche, j'ai regardé les deux notes. Puis je trouvais qu'il n'y avait que 2 points d'écart entre Koulako et Kadia Touba, qui était mis sur la créditance. Kadia Touba a battu Koulako de 2 points. Même scénario lors de la 7e édition. 2014, c'est-à-dire 2014-2015. Encore la même habitude, le même comportement. Joanna et son clan, elles ont décidé de positionner Safiatou Diallo, qui a été première de filles. C'est-à-dire qu'ils essaient de la positionner pour être la Miss. Si on me dit Kouchi, c'est sûr qu'ils ont pris de l'argent, je pourrais jurer même qu'ils ont pris de l'argent, même si je n'ai pas vu passer par leur comportement. Pour parfaire le plan, une représentante du comédie devait être parmi le jury pour mettre en avant Safiatou Diallo. La représentante du comédie a dit et nous, si c'est votre image qui nous intéresse, c'est notre business qui nous intéresse. Désira, qui était le représentant du ministère de la Culture, a dit bon, donc c'est le commerce que vous faites, tout ça s'est passé en ma présence. Il dit c'est le commerce que vous faites, j'ai attrapé ma tête, il dit on va vivre bon marathon. En plus des accusations de corruption, Saint Kofi indexe du doigt Jean-Elo qu'il accuse de proxénétisme au sein du comité. Jean-Elo, c'est un proxénète. On a même rédigé... Non, mais attention. Non, je le dis. On avait même rédigé une lettre pour le radier du comité en 2012. Il a tenté. Il n'a pas tenté, il l'a fait. Il l'a fait. Jean-Elo est un proxénète. Oui, je le confirme. Si j'ai menti sur lui, il n'a qu'à organiser sa conférence. Ils vont nous mettre tête à tête. Émission télé ou radio, je suis prêt. Et je sors les preuves.
Senkofi demande la radiation de Johanna Barry à la tête de ce comité. Déjà, il a mis en place un autre comité qui prétend organiser la 8e édition du concours Miss Guinée. Reste à savoir si les autorités vont réagir après ces révélations. Voilà fini cette rétrospective de la semaine. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À tous, merci de l'attention et bonsoir chez vous.